Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Rabah Aliouane, un artiste accompli et aux multiples facettes. Artiste-interprète, directeur artistique, chorégraphe et metteur en scène ainsi que directeur de casting. Sur les planches, il a charmé le public par sa présence scénique dans les spectacles comme La Veuve Joyeuse, Le Boléro ou encore Piaf, Je t'aime. Son talent de danseur l'a amené à fouler les prestigieuses planches de l'Opéra Bastille. Mais Rabah n'est pas qu'un interprète, c'est aussi un directeur de casting avisé, ayant contribué au succès de productions majeures aux côtés de Stage Entertainment, Vantage Prod, TS3 et Le Lio, pour des spectacles comme Le Roi Lion, Dirty Dancing ou encore Starmania. Son esprit créatif s'exprime également à travers la mise en scène et la chorégraphie. Il a sublimé l'élection de Miss Europe 2003 et mis en scène le virtuose du patinage Philippe Candeloro. Son talent a rayonné au-delà des frontières, puisqu'il a été le metteur en scène résident du Roi Lion à Paris et à Londres. Rabah a également collaboré avec des artistes de renom tels que Gad Elmaleh, Kev Adams et Patrick Bruel, pour qui il a mis en scène des spectacles à succès. Il a également dirigé des concerts et des émissions télévisées comme Les Enfoirés et Que je t'aime, rendant hommage à Johnny Hallyday. Véritable passionné, Rabah partage son savoir-faire en donnant régulièrement des masterclass dans des écoles de comédie musicale. Il transmet ainsi son expérience et inspire la nouvelle génération d'artistes. Son œil aiguisé lui a permis de dénicher des talents qui ont donné vie à ses nombreux spectacles et il est à mes côtés aujourd'hui pour nous donner ses meilleurs conseils sur comment réussir son casting. Bonjour Rabah, comment vas-tu ? Super, j'ai la pêche. Très content de t'avoir à mes côtés et que tu aies accepté mon invitation pour répondre à mes nombreuses questions. Pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours et comment tu es devenu directeur de casting ? Ouais, ça va être un peu long. En fait, très simplement, moi j'avais fait des études de marketing, de pub au départ et un beau jour, j'ai postulé au parc à Disney, qui venait à peine d'être ouvert, Disneyland Paris, et au final, je postulais pour un poste de marketing, donc rien à voir avec la choucroute. Et la recruteuse a vu sur mon CV dans les loisirs que je faisais un peu de danse. Et c'est vrai que j'en faisais en loisirs parce que auparavant, j'ai dirigé des centres de vacances, des centres de loisirs avec des enfants, et j'avais engagé une professeure de danse. Et pendant les booms qu'on faisait avec les enfants, elle m'a vu danser, elle m'a dit « Oh, viens prendre un cours de danse !» Donc pour la petite blague, j'ai dit « Allez, je tente le coup, je vais voir le challenge » où j'étais ridicule, un éléphant qui dansait dans un magasin de porcelaine au départ. Mais j'en faisais comme ça vraiment en loisir et simplement pour le plaisir de faire du sport, on va dire. Et donc, sur cette petite phrase qui était écrite sur mon CV tout en bas dans les loisirs, cette recruteuse m'a dit « Venez, il y a la parade à Disney, on cherche des gens, venez passer une audition. » Et donc, j'ai passé une audition avec une petite chorégraphie et on m'a appelé le lundi en me disant « Vous êtes pris pour faire la parade ?» Je ne savais même pas ce que c'était. Vraiment, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai débarqué à Disneyland Paris et là, je me suis retrouvé en studio à apprendre les personnages et des choses comme ça et puis à apprendre les chorégraphies pour danser devant les chars de la parade. Et après quelques mois où j'étais à la parade, il y a un show directeur qui m'a retrouvé après la parade. Il m'a dit « Écoute, je cherche des danseurs sur La Belle et la Bête au parc et je voudrais que tu auditionnes. » Et là, je me suis retrouvé à auditionner et puis j'ai été pris sur ce spectacle de La Belle et la Bête en tant que danseur professionnel. Et je me suis retrouvé dans un studio avec que des danseurs professionnels autour de moi. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et au final, j'ai fait 6 mois de contrat sur La Belle et la Bête. Ça s'est très bien passé. Et puis après, j'ai dit, bon, on va arrêter de faire le con. Hein. C'était sympa, une petite année sabbatique dans le monde du spectacle. J'ai recherché du travail dans mon domaine. Et il s'avère qu'une danseuse de La Belle et la Bête m'a appelé et qui m'a dit, un danseur de ma compagnie s'est blessé. Et donc, peux-tu venir auditionner devant le chorégraphe ? Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai auditionné et j'ai été pris. Donc là, c'est la règle des 3. 3 fois, j'ai été pris sur des spectacles. Et je me dis, bon, écoute, c'est un métier pas mal. On est bien entouré. On voyage. C'est plutôt ludique. Et je me dis, si tu veux te lancer là-dedans, vas-y. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, très rapidement, j'ai fait beaucoup de stages de danse pour un peu rattraper le niveau parce que je n'avais pas prévu ça dans ma carrière. Et donc, je suis parti à New York, chez Alvin Ailey, faire un stage d'un mois. Et après, j'ai fait des stages en France, internationaux, à Voiron, entre autres, où je faisais à peu près, en moyenne, entre 6 et 8 heures de danse par jour,
pour rattraper mon niveau. Et puis comme ça, pendant des années, j'ai travaillé en tant que danseur. Et rapidement, je me suis un peu ennuyé, pour être honnête. C'est que je me suis dit, j'ai envie d'autre chose. Et il s'avère qu'ils ont monté une comédie musicale sur Piaf en 96, où on cherchait le rôle de Marcel Cerdan. Et comme j'avais fait de la boxe auparavant, pendant 3 ans, il s'avère que l'assistant chorégraphe a dit, je connais un danseur qui fait de la boxe. Et ils ont dit, ça existe à Paris. Et j'ai passé l'audition. Et donc, tout se passe bien jusqu'au moment où je ne savais même pas pourquoi je venais au départ. Que c'était en fait pour être dans l'ensemble, donc danseur-chanteur, et également le personnage de Marcel Cerdan. Mais moi, je n'avais pas trop d'informations. Et ils m'ont dit, maintenant, on veut vous entendre chanter. Et moi, j'avais jamais chanté. Voilà. Et donc, ils m'ont donné 10 minutes pour préparer l'hymne à l'amour de Piaf. Je suis allé aux toilettes. À l'époque, il y avait Dixman, avec le CD qui tourne, là, avec le casque. Je suis revenu, je connaissais rien des paroles, donc j'avais la feuille devant les yeux, j'ai chanté, et le metteur en scène m'a dit « mais vous chantez très juste ». Et ils m'ont donné le rôle. Et donc j'ai commencé à mettre en 96 mon premier pas dans la comédie musicale, et ça a été génial. Et là, je me suis très rapidement inscrit au conservatoire du 7e, prendre des cours de théâtre, et à l'école nationale de musique en piano débutant, d'ici les Moulineaux, avec cours de chant lyrique, solfège, etc. T'avais quel âge à l'époque ? Là, j'avais 25 ans. Là, quand j'ai commencé, j'avais 26 ans exactement. 26 ans, et je me suis mis à prendre des cours de musique et également de théâtre, puisque du coup, une autre voie était ouverte pour moi. Et pendant des années, donc tout ça, j'ai travaillé. Et à l'âge de 31 ans, j'ai commencé à me dire, j'étais sur scène et j'avais plus le trac. Et je me dis, je m'ennuie un peu, pour être honnête encore. Et il s'avérait que j'ai été informé que Stage Entertainment allait monter en France à un moment donné. Et donc, je connaissais cette société depuis les Pays-Bas. Et j'ai envoyé tout simplement une candidature spontanée, en disant, si vous cherchez des gens dans l'artistique, voilà ma candidature. 6 mois après, on m'a appelé. On m'a dit, on va monter le Roi Lion à Paris, au Théâtre Mogador, et on cherche un assistant metteur en scène résident pour le Roi Lion. Et j'ai dit, d'accord, je ne sais pas trop en quoi ça consistait. Et finalement, ils m'ont fait passer 3 tours de sélection en anglais. Et par chance, dans ma tranche de vie, j'ai enseigné le français en Angleterre, donc je parlais couramment anglais. Et donc, c'était aussi une des qualités qu'ils recherchaient chez la personne pour ce profil. Et au final, donc, j'ai passé 3 tours de sélection. Ils m'ont dit, on va attendre parce qu'on doit faire des travaux au Mogador pour accueillir le spectacle. On va repousser la production d'1 an. Donc, j'avais carrément oublié le truc. Et je me suis retrouvé donc, à l'Opéra Bastille en danseur additionnel sur le Boléro de Béjart. Et mon contrat se terminait et je suis sorti de là. Plus rien, donc plus de copines, parce que ma copine me quittait à ce moment-là. Plus de copines, plus d'appartement et plus de travail. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, en temps normal, on pourrait vite tomber en dépression. Et moi, c'était complètement l'inverse, en me disant, c'est comme une deuxième vie. Donc, à toi de rebondir et il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Et j'ai eu 48 heures après un coup de téléphone de Stage Entertainment. Et ils m'ont dit, voilà, écoutez, on voudrait vous revoir parce que, en fait, notre directrice de casting est enceinte et on essaye de trouver une personne pour la remplacer. Pour le casting du Roi Lion. Et moi, je leur ai dit, mais il y a une erreur sur la personne. J'ai jamais fait de casting de ma vie. Et du coup, j'ai dit, ok. Donc, je suis venu ici à Mogador. J'ai passé un entretien avec la directrice de casting en question et le producteur hollandais. Et au bout d'1 heure d'entretien, encore en anglais, là, avec des questions-réponses non-stop, ils m'ont rappelé en me disant, écoutez, on veut que vous fassiez le casting du Roi Lion. Et donc, je me suis dit, oui, il y a un problème. Le casting du Roi Lion, c'est pas le petit spectacle. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ils m'ont dit, on vous rassure, vous allez travailler pendant 1 mois en transition avec la directrice de casting. Vous allez comprendre les outils assez rapidement, on pense. Et donc j'ai fait le premier casting quand j'ai commencé en 2005 pour le casting du Roi Lion. Et c'est comme ça que c'est parti en tant que directeur de casting. Et c'est pendant les castings du Roi Lion où, sur les finales, le dernier tour de sélection, la production américaine était là. Ils m'ont refait un entretien. Et pendant cet entretien-là, je ne comprenais pas trop les questions, pour être honnête, parce que moi, dans ma tête, c'était pour être assistant metteur en scène résident. Et les questions étaient assez précises, pointues, et assez, il fallait que j'ai des réponses assez franches. Et au final, suite à cet entretien, pendant l'heure de déjeuner, ils m'ont dit c'est bon. Donc dans ma tête, je me dis ok, ils m'ont donné le poste d'assistant metteur en scène résident sur le Roi Lion. Et en fait, ils m'ont dit non, vous avez mal compris, on vous veut comme metteur en scène résident sur le Roi Lion. Incroyable. D'assurer la direction artistique du spectacle. Et j'ai dit non, vous vous êtes trompé. Donc je leur ai dit non. Et ils m'ont dit mais donc la vice-présidente à l'époque m'a dit écoute Rabat, nous on a confiance en toi, il n'y a plus que toi à avoir confiance en toi. Et c'est cette phrase-là qui a fait écho dans ma tête, qui a fait qu'à un moment donné, au bout d'une semaine, j'ai réfléchi en me disant s'ils ont confiance en toi, vas-y, fonce. Et c'est comme ça que j'ai dirigé ici à Paris pendant 3 ans le Roi Lion. Et au bout de ces 3 ans-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon contrat se terminait. Et j'ai eu un appel 2-3 mois avant que mon contrat se termine de Londres. Et là, on m'a demandé de venir à Londres pour faire le poste de metteur en scène résident sur le Roi Lion à Londres.
que j'ai refusé au départ, bien évidemment. Parce que je me suis dit, j'ai fait le Roi Lion pendant 3 ans, plus le casting, je voulais passer à autre chose. Et là, mon référent, metteur en scène délégué du Roi Lion, un Américain qui m'a appelé, il m'a dit, mais t'es malade, t'imagines, c'est un poste dans le West End. Je dis, ok, mais moi, je connaissais pas trop cette valeur-là. Et il m'a dit, mais c'est qu'un an, je te rassure, c'est qu'un an. Et finalement, il m'a fait changer la vie. Donc, j'ai travaillé 1 an, et au bout d'1 an, ils m'ont pris presque en otage parce que je savais pas que j'allais aller au-delà d'1 an. Et ils m'ont dit, en fait, la personne que vous avez remplacée ne revient plus, donc on voudrait vous garder. Et j'ai dit, non, moi, j'avais signé pour 1 an. Et finalement, j'ai dit, OK. Et j'ai commencé à accepter la 2e année, mais je leur ai dit 1 an avant, écoutez, je veux bien rester une 2e année, mais après, je pars définitivement, parce que je voudrais passer à autre chose dans ma vie. Et en l'occurrence, j'aimerais vous former mon remplaçant. Et c'est comme ça que j'ai formé le premier metteur en scène résident à Londres, qui m'a remplacé. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont demandé de former celle en Espagne. Et puis après, j'ai formé la personne qui était sur la tournée anglaise du Roi Lion. Et puis voilà, de fil en aiguille. Et puis là, depuis des années, je suis entre la mise en scène, pure et dure, et puis le casting, où j'ai assuré à peu près une dizaine de castings, entre autres pour Stage Entertainment, pour le Théâtre Mogador, en passant de Chicago, Le Fantôme, Cats, etc. Tu as une vie et un parcours vraiment incroyable. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais au début, quand tu disais je savais pas trop où est-ce que j'allais, j'avais l'impression d'être là, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et en fait, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de hasard dans la vie. Je pense que quand on est au bon endroit, c'est qu'on est souvent au bon endroit et au bon moment. Et en tout cas, c'est ce qui te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui avec ce parcours enrichissant que tu viens de nous raconter. Et tu as également donc une expérience en tant que metteur en scène et chorégraphe. Comment ces expériences influencent-elles ton travail de directeur de casting ? En fait, pour moi, tout est connecté, parce que quand je fais des castings, je repère des artistes qui ont un talent, aussi bien en danse, en chant, en comédie. Ça me permet, entre autres, certains que j'ai eu en casting, je les ai recrutés même moi dans les mises en scène que j'ai faites, aussi bien en télé ou sur scène. Et puis, moi, je pense que j'aime bien avoir une vision globale de la chaîne artistique, je dirais. C'est-à-dire aussi bien du recrutement, et je trouve que tout est connecté. Et moi, ça m'enrichit aussi parce que j'aime bien faire des choses différentes au quotidien. Donc un jour, je suis directeur de casting, demain, je suis metteur en scène, demain, je fais de la chorégraphie, je fais de la direction artistique un peu générale, je fais des masterclass, j'aime aussi partager mon expérience. Donc ça me permet aussi d'être toujours aussi dans l'actualité, et puis de varier les plaisirs, tout simplement. Et de ne pas t'ennuyer. Non, c'est vrai que je m'ennuie très vite. C'est vrai. Et qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ce métier de directeur de casting ? Ce que j'aime dans la direction de casting, déjà, c'est de découvrir des gens que je ne connaissais pas avant, et bien sûr de découvrir la pépite, la personne rare ou la personne un peu insolite qu'on recherche. C'est très excitant, je trouve. Et la deuxième chose aussi, c'est d'accompagner des gens pendant les années, parce qu'il y a des gens que j'ai auditionnés il y a 10 ans, je les vois 10 ans plus tard. Rien que pour le Roi Lion, par exemple, j'avais des petites Nala et des petits Simba qui avaient 10 ans à l'époque, qui aujourd'hui postulent pour Nala adulte et Simba adulte. Incroyable. C'est des trucs incroyables dans une carrière, de voir ça et puis de voir comment ils ont évolué. Et certains très bien d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a une qui est dans le spectacle à l'heure actuelle. Et ça, j'aime bien. Et puis je partage avec ces artistes, parce que moi, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu de l'autre côté. De passer 2 éditions, c'est hyper dur, c'est très compliqué, c'est stressant. Comme je dis, si on mettait ça dans le monde normal, comme le disent les gens, un travail normal, c'est comme si vous passiez un entretien d'embauche toutes les semaines, quoi. Les gens, je pense qu'ils réalisent pas en fait la difficulté que c'est. Et moi, je trouve qu'ils sont courageux, parce qu'ils doivent se remettre en cause quasiment au quotidien. Tous les jours, passer une audition, ça demande de la préparation, ça demande de maintenir ces différentes disciplines, que ce soit en tant que danseur, chanteur et comédien, d'aller prendre ses cours. Voilà. Et puis aussi, essuyer des refus. Comme je dis toujours, on a plus de refus que de oui en général. Je dis, si on voudrait une statistique, sur 10 réponses, on a plus de 9 non que 9 oui. Donc psychologiquement, on est très exposé. Donc moi, si je peux un peu accompagner ces artistes-là, je suis content de pouvoir le faire. Voilà. Et donc, qui dit spectacle dit constitution d'une équipe, et donc audition. Quelles sont selon toi les qualités essentielles pour réussir un casting ? Alors, pour réussir un casting, c'est compliqué, parce que déjà, c'est pas moi qui décide. Je dis toujours, moi, je fais partie de la porte d'entrée. Mais après, très honnêtement, les artistes vont suivre un parcours d'audition devant lesquels ils vont être vus, entendus par le chorégraphe, le metteur en scène et le directeur musical du spectacle en question. Donc, ça veut dire qu'après, pour que le casting soit réussi, il faut alors, souvent on dit, il faut qu'il y ait des évidences pour chaque poste. Moi, j'enlève tout de suite cette phrase-là, parce qu'il n'y a jamais des évidences pour chaque poste. Ça serait mentir de dire que si on cherche 30 personnes, c'est 30 évidences. C'est pas vrai. Par expérience, il peut y avoir 1, 2, 3 évidences. Après, ce qu'on recherche, et pour moi, c'est ça le nerf de la guerre d'un casting, c'est les potentiels. Et c'est ça que je dis toujours, même à tous les créatifs avec lesquels je travaille, qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, etc.
Je leur dis, ne cherchez pas le produit, entre guillemets, même si c'est un peu trivial ce que je dis, mais le produit fini. Est-ce que cette personne-là, est-ce que vous vous projetez? C'est comme un appartement, je dis souvent, on va visiter un appartement, c'est pas forcément le produit fini, mais est-ce qu'on est capable de se projeter et dire, voilà ce que ça peut donner? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, ils arrivent avec leur fragilité, mais avec un certain potentiel. Et c'est ça qui fait la beauté d'un casting, c'est-à-dire que cette personne-là, on va l'amener au niveau, parce qu'on sait qu'elle est capable de le faire. Et un casting réussi, c'est d'avoir eu cet instinct-là et que, à un moment donné, l'addition de tous ces talents constitue un cast qui est cohérent et avec une force de proposition. Donc voilà. Moi, je pense que c'est surtout ça le nerf de la guerre. Et qui dit casting physique dit aussi casting entre guillemets numérique, et donc envoyer et candidater d'abord par mail. Ouais. Peux-tu nous décrire justement les différentes étapes d'un casting? Quels sont les éléments à inclure et à éviter lors de l'envoi de notre profil par email pour postuler à des projets? Et voilà comment faire en sorte que notre candidature se démarque. Alors la première chose que je dis souvent, quand je donne même des masterclass, je fais un petit parcours. Je dis voilà, vous vous levez ce matin et vous ouvrez votre ordinateur et vous voyez audition pour tel spectacle. Quelle est la première chose que vous faites? Les gens me disent, à 90% du temps, j'envoie ma candidature. Alors je dis, écoutez, avant d'envoyer, il y a peut-être quelque chose à faire. Il me dit, quoi? Regardez bien les profils qu'on recherche. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, moi je reçois, là par exemple sur Dirty Dancing, j'ai eu à peu près 2230 candidatures. Et je les regarde toutes, vraiment, je regarde toutes. Il n'y a personne avec moi qui regarde les candidatures, je suis seul derrière l'écran. Pourquoi je le fais? Parce que ça me permet déjà d'avoir une cohérence dans mes choix, parce que j'ai une vision globale de ce qu'on recherche. Et deux, des fois, il y a des gens, comme je disais, pour l'histoire du potentiel, il y a peut-être des gens qui, au premier abord, on se dit, il y a pas, en regardant le CV, etc., c'est peut-être pas de la bonne personne. Mais je sais pas, en voyant la vidéo, je me dis, il y a peut-être un truc. Donc, ma règle, moi, de base, c'est si j'ai un doute, je fais venir. C'est pas si j'ai un doute, je dis non. Donc, je vais plutôt vers le positif que le négatif. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, les gens envoient leur candidature pour dire « j'ai envoyé ». Ça donne bonne conscience. Et puis, je comprends, on cherche un travail, on veut envoyer, et on se dit « il vaut mieux envoyer que pas envoyer ». Sauf qu'à un moment donné, en envoyant sur des choses sur lesquelles vous ne correspondez pas, à un moment donné, ça vous donne beaucoup de noms. Et donc, vous mettez dans votre cerveau beaucoup de noms. Donc, à un moment donné, ça va créer un doute chez vous. Et puis, ça va vous donner, au niveau de l'amour-propre, ça va quand même créer des dommages, je dirais. Et donc, du coup, c'est très compliqué après de rebondir et de se remotiver et de se dire « de toute façon, je ne suis jamais pris, etc. etc. » Donc, première chose, règle numéro 1, de bien vérifier les profils et voir si on correspond. 2, si on correspond, d'envoyer les éléments classiques, c'est-à-dire le CV. Donc, il y a une forme pour faire un CV, je dirais des choses importantes, entre autres l'expérience dans l'ordre chronologique du plus récent au moins récent, sa formation, bien détailler sa formation en tant que chanteur, danseur ou comédien, donner une bonne photo. Souvent, je demande une photo de portrait et de plein pied. C'est les choses qui sont demandées et des choses simples, pas essayer d'être trop artistique. C'est pas parce que c'est un spectacle artistique que le CV ou la photo doivent être artistique. Il faut qu'elle soit efficace. Il faut que ça soit efficace. Donc, que ça soit simple. Les photos, idéalement en couleur. Pourquoi? Parce qu'on voit votre couleur de cheveux, la couleur de vos yeux. Si c'est pas le cas, et de préciser la couleur des cheveux, des yeux, etc. Donc le CV et la photo. Et après, souvent, ce qu'on appelle une bande démo. La bande démo, elle est de deux ordres. Elle peut être que sonore, mais de plus en plus, on demande une bande vidéo, que ce soit en chant, en danse ou en comédie. Et donc, c'est pareil. Donc, les gens me disent souvent, oui, mais moi, par exemple, j'ai pas d'expérience, donc je peux pas faire un montage de tous les spectacles que j'ai fait, ou toutes les séries, ou les films que j'ai fait, ou toutes les pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué, ou toutes les compagnies dans lesquelles j'ai dansé. Ça peut arriver quand on commence dans le marché. Bien sûr. Et c'est normal. Et c'est pas grave. Et puis, il faut bien commencer à un moment donné. Donc, je dis, vous pouvez très bien, aujourd'hui, même avec votre téléphone, parce que le téléphone filme plutôt bien aujourd'hui, filmer des séquences. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dans un studio de danse, à la fin d'un cours, demander d'avoir 15 minutes de studio, vous arranger et de faire, par exemple, un bout à bout de style de danse. C'est-à-dire que 30 secondes de jazz, 30 secondes de classique, 30 secondes de hip-hop, par exemple, ou de contemporain, selon le spectacle pour lequel vous postulez, par rapport au style aussi qu'on vous demande en termes de danseur. Et de choses simples, c'est-à-dire que et des aspects techniques, souvent ça va être des battements, des pirouettes, des sauts, des choses qu'on peut évaluer. Parce que souvent, j'ai eu là, entre autres sur Dirty Dancing, où la fille, plusieurs d'ailleurs, on vous envoie, ou les garçons vous envoient des chorégraphies où on a une demi-heure de mouvement de bras, mais ça limite vachement la lecture du niveau du danseur. Donc ça, c'est la même chose pour la comédie. C'est-à-dire que est-ce que vous allez envoyer des scènes que dramatiques parce qu'on pleure, donc on est un bon comédien? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est bien d'envoyer 2-3 couleurs différentes pour qu'on voit la capacité. La palette de l'artiste. La palette, exactement. Et en chant, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... Alors, si vous envoyez, par exemple, pour Mary Poppins, c'est sûr que ça va être le son va être plutôt classique. Donc, ça sert à rien d'envoyer une chanson rock parce que c'est pas ce qu'on cherche vocalement dans le spectacle. Mais si vous voulez faire une bande démo un peu générique, que vous dites, elle peut aller dans plusieurs endroits différents et différents styles différents, et faites des séquences, genre jazz, un peu style jazz, style un peu plus classique ou que musical, ou un style un peu plus variété ou rock. Et au moins, vous avez votre bande démo qui est prête. Et pareil, vous pouvez le faire avec votre téléphone, tout va bien.
Le seul truc, c'est qu'on le son, on l'entend bien et qu'on vous voit bien à l'image. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller dans un studio avec un micro, mettre de la reverb. Et très honnêtement, moi, je n'aime pas trop quand les gens font ça en studio parce que la reverb efface beaucoup de choses. Et souvent, ça filtre énormément le spectre de la voix. Donc moi, je préfère avoir une voix brute où on entend très bien le grain. Et on voit du potentiel peut-être derrière. Du potentiel. Et pareil, éviter de faire ça dans un parking ou dans les toilettes, parce qu'en effet, ça fait un écho naturel. Sauf que c'est tellement... l'écho est tellement fort des fois que ça dénature aussi la voix et on ne se rend pas compte aussi de la puissance vocale de la personne, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'est donc je disais le CV, la photo et bien sûr la bande démo. Donc ça, c'est des choses qui sont souvent à préparer en amont, parce que souvent les gens sont en dernière minute en disant j'ai pas de bande démo, j'ai pas fait ça. Donc moi je dis dans le temps qu'on a, et on a toujours du temps de faire ça, de se préparer et d'avoir des choses à dégainer très vite, parce que des fois l'annonce ça peut paraître aujourd'hui et c'est pour dans une semaine, et donc il faut que le premier arrivé est le premier servi, c'est presque ça malheureusement, parce que la personne a envoyé, puis la personne va envoyer trop tard et les candidatures vont être clôturées et puis finalement la personne elle sera pas vue, et peut-être que c'est un talent certain. Donc c'est un peu dommage pour la personne. Quelle est l'importance pour toi de la diversité et de la représentation dans un casting pour danseurs ? Comment veux-tu à ce que cela soit respecté dans tes projets de casting ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose de plus en plus, et c'est même les productions pour lesquelles je travaille qui me disent faut être très vigilant à la diversité. Alors je vais paraître un peu démago, mais j'ai pas attendu qu'on me dise ça en fait. Bien sûr. Parce que pour moi, la diversité, elle est presque normale. Je veux dire que pour un casting, si vous voulez, si moi la personne correspond, elle correspond. D'ailleurs, j'ai initié depuis très tôt ici des castings même à l'international. Moi, c'est la personne qui est au Québec et qui est la meilleure pour le personnage qu'on recherche. Quand je dis meilleure, c'est pas forcément en termes de talent, mais qui correspond au personnage. Je dis bien toujours. Mais voilà, donc moi la diversité, elle a toujours existé dans ma tête. C'est que la personne correspond, elle correspond. Après, il y a des critères des fois artistiques, comme on pourrait au cinéma, etc. Si on raconte l'histoire de Mandela, bien sûr, on va chercher un comédien d'origine africaine, métissé, etc. Il y a des critères physiques qui sont liés à l'histoire que l'on raconte. Ça peut arriver, bien évidemment. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est presque une évidence. C'est-à-dire que moi, le casting est ouvert à toutes les diversités, heureusement. Heureusement, oui. Et comment gères-tu les défis liés à la diversité des styles de danse requis pour différents projets ? Est-ce que tu encourages les danseurs à se former régulièrement ? J'imagine que la réponse est oui. Mais comment justement tu pourrais les encourager à être et à devenir un danseur un peu plus versatile et être capable d'exceller dans différents contextes ? Alors, par chance, moi je viens de ce monde-là à la base. Donc j'ai dansé pendant pas mal d'années et c'est vrai que la danse a énormément évolué. Et la danse a évolué sur ce qu'on appelle des danses de style. Quand je dis de style, c'est-à-dire que ça veut dire le strip, le hip-hop, genre de choses qui, on dit commercial aussi, ou heels, maintenant sur talons, voilà, genre de choses. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, selon les spectacles pour lesquels j'ai travaillé, il y a quand même ce qu'on appelle les fondamentaux. Et moi, je ne vais pas mentir, je vais être cash là-dessus, c'est que je me suis aperçu au fur et à mesure des années qu'au niveau de la danse, je ne dis pas que le niveau a régressé, c'est que les danseurs ont évolué vers d'autres styles, qui fait qu'à un moment donné, quand on les emmène, par exemple, sur une comédie musicale comme Cats, où on a besoin d'avoir des aspects techniques très pointus, comme des grands jetés, des tours, des battements, des choses très techniques, qui sont liées au modern jazz, par exemple, ou même à des aspects classiques, de danse classique. Et à l'histoire de la comédie musicale. Voilà, aussi. Et l'histoire comédie musicale, on se retrouve avec des danseurs qui n'ont pas ces capacités-là. Ça n'en fait pas des mauvais danseurs en soi dans le style qu'ils font, pas du tout. Bien sûr. Mais du coup, ils ne sont pas adaptés techniquement à ce genre de profil. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une impasse. Et souvent, on va privilégier de plus en plus le style que des aspects techniques. Donc, pour répondre à la question précisément, je dis toujours, je comprends que tu te sens plus proche du hip-hop ou du street ou de ce genre de danse, c'est pas un souci. En revanche, si tu décides de postuler pour d'autres comédies musicales où le style va être un peu plus pointu, tu es obligé, malheureusement, d'aller prendre des cours de danse classique et des cours de danse jazz. Parce que moi, j'ai vu ça, je vois chaque année, là, j'ai encore, sur Dirty Dancing, j'ai enseigné plus de 450 danseurs au total. Voilà, j'en ai vu 450. Et je le vois très vite, et je vois des gens qui ont un travail de pied, un travail d'en dehors. Sur Dirty Dancing, les filles, on leur demande une certaine souplesse, puisqu'on veut des battements, plus que la moyenne. Donc du coup, elles sont après limitées techniquement. Donc après, on peut être déçu, je comprends, mais après, chaque spectacle a ses contraintes techniques. Donc voilà, et quand je fais Chicago, c'est encore autre chose, parce que Chicago, ces aspects-là, on ne les nomme pas forcément. Il n'y a pas forcément de battement, de saut, comme ça, mais c'est un style très particulier, le style fossé. Et donc, c'est aussi un autre style à travailler. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plus on est polyvalent, mieux c'est. Plus on a plus de chances d'ouvrir son champ pour travailler, bien évidemment. Après, c'est comme en chant, parce qu'on pourrait même mettre ça en chant. Après, on n'est pas forcément fait pour tous les styles de danse ou tous les types de chant.
On ne peut pas être 4-4 sur tout, c'est vrai. Donc après, autant se spécialiser ou alors se donner 2-3 styles bien particuliers dans lesquels vous vous sentez capable de le faire et de travailler à fond là-dedans pour vous donner des chances dans ce style-là. Et au-delà aussi de travailler les capacités techniques, je pense aussi qu'il faut avoir une bonne musicalité, une présence scénique, du charisme et la capacité à apporter sa propre touche et à proposer des interprétations originales. Et je vais revenir un petit peu sur le côté déroulement de casting. Le jour J du casting, comment un artiste doit-il se préparer pour un casting ? Quelle est l'importance de la présentation et du comportement lors d'un casting ? Comment faire bonne impression dès les premières secondes et pour se démarquer justement des autres candidats ? Alors, pour bien se préparer au casting, ça ne se prépare pas la veille. Déjà, je dis toujours, c'est comme un coureur. Je donne toujours cette image-là. Quand vous allez devoir courir un 100 mètres, vous êtes sur les starting blocks et on entend le coup de feu et vous devez partir. Si vous n'avez rien fait avant, des mois, ou même des années avant, pour vous préparer à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ou un faux départ ou vous allez être à la traîne par rapport aux autres coureurs. Et c'est plus le jour J où il va falloir vous dire « Ah bah zut, j'aurais dû travailler plus ma musculation ou ma détente ou ma flexibilité, par exemple. » Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a tout le travail en amont. Et je dis, un artiste qui est bien préparé, je donne un exemple très concret. Vous venez pour un personnage où il y avait une scène de comédie, une chanson à préparer. Si vous l'avez apprise par cœur, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité et de souplesse de pouvoir l'interpréter le jour J. Si vous êtes en train de penser à votre texte pendant l'audition, vous vous tirez une balle dans le pied parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire forcément en amont, j'ai peur d'oublier et je ne connais pas par cœur. Donc déjà, vous partez presque perdant. Donc là, il faut s'en vouloir qu'à soi-même. C'est-à-dire que la préparation n'a pas été faite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, moi je parle du sommeil, de l'alimentation dans mes masterclass, où tout est lié. C'est comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que si la veille, vous avez travaillé tard et que vous vous êtes levé tôt le lendemain matin, je parle même des cycles de sommeil, il faut savoir gérer son sommeil pour pouvoir, le jour J, être en forme, même si on a dormi que 6 heures. Il y a des techniques pour ça. Et donc, du coup, quand vous allez arriver, parce que si vous êtes fatigué, déjà vocalement, ça va s'entendre si vous devez chanter. Et même votre cerveau, en termes de mémoire, c'est là où vous allez oublier des mots, vous allez avoir des trous de mémoire parce que votre cerveau n'est pas connecté ce jour-là. Parce qu'à coup de jus à la fatigue. Mais tout ça, ça se prépare aussi en amont. C'est-à-dire que vous savez que malheureusement, la veille, vous avez un contrat et que le lendemain, vous avez un casting. C'est-à-dire que la semaine qui précède tout ça, c'est comment vous vous organisez pour être prêt quoi qu'il arrive, pour être le jour J prêt. Et ensuite, il y a aussi votre comportement humain. Et je dis toujours qu'un casting, ce n'est pas uniquement un artiste qui a des compétences, mais aussi la personne qu'on engage. Moi, je travaille sur des productions qui sont longues, c'est-à-dire que les gens sont engagés pendant 1 an, ils vont vivre en communauté, ils vont être au service d'un spectacle, au service d'une compagnie, avoir des interactions avec d'autres personnes. Et donc, forcément, votre comportement, il est vachement important parce que vous rentrez dans une pièce, ça se sent aussi, des énergies. On est tous humains, on sent des énergies qui peuvent nous déranger, etc. Donc, soyez qui vous êtes, soit, mais oui. Je dis aussi, quand vous allez travailler dans un collectif, il y a aussi une part de votre ego qu'il faut peut-être ménager, peut-être une part de votre personnalité qu'il faut aussi réfréner par moment pour que ça puisse vivre en communauté. Et donc, nous, on le sent. Et il y a des personnes qui arrivent dans un studio, on se dit, oulala, ça va être peut-être problématique. Cette personne, elle dégage des choses très négatives, elle est tout le temps en train de se plaindre, etc., etc. Donc, est-ce qu'on a envie de travailler avec ce genre de personnes ? Peut-être que pas. On n'a peut-être pas envie de travailler avec cette personne. Donc, votre comportement aussi est important. Et donc, du coup, l'artistique et le comportement, c'est l'association qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, cette personne, elle est aussi bien compétente, mais en plus, humainement, on se dit, voilà, elle va bien s'entendre avec les gens dans la compagnie. On sait que si on lui donne des directions d'acteurs, elle va être dans l'écoute et elle va essayer de prendre en note ce qu'on lui donne. Si, par contre, pendant l'audition, on lui donne des notes, que la personne, elle fait qu'à sa tête et qu'elle répond pas à nos demandes, on se dit, cette personne, on ne peut pas la diriger. Donc, à un moment donné, si elle a que sa vérité en elle, c'est compliqué. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et puis après, il y a aussi la tenue. Aussi bien comme pour les garçons, pour les filles. Si vous venez postuler pour un rôle de majordome, si vous venez en jean, basket et t-shirt, c'est sûr que ça ne va pas aider parce qu'on a du mal à se projeter. Alors, sans tomber dans le ridicule du déguisement, oui, bien sûr. voilà, on ne veut pas ça. Mais le fait de mettre un pantalon, une chemise et des chaussures, ça vous donne déjà une posture pour jouer et puis ça nous aide aussi à nous projeter. Et c'est vrai que le costume, je dirais, nous aide aussi à incarner le personnage qu'on doit présenter. Oui. Donc ça, et pareil pour les filles. Je dis souvent, les filles viennent avec des talons pour se grandir. Souvent, ça, c'est un cas régulier pour se donner 2-3 cm. Comme je dis toujours, la taille, c'est pas le plus important parce que sur chaque critère, il y a des tailles qui correspondent. Donc, c'est pas parce que vous allez vous donner 5 cm de plus avec des talons que pour autant, on a l'habitude, on le voit tout de suite, mais ça ne s'arrête pas là, notre choix, heureusement. Mais en faisant ça, souvent, les personnes se mettent des chaussures. Et souvent, j'ai eu le cas de certaines demoiselles qui mettaient des chaussures qui les gênaient parce qu'elles étaient trop petites ou elles n'étaient pas confort. Ça fait que pendant toute leur audition, elles se perturbaient, elles se polluaient le cerveau avec les chaussures.
Du coup, leur performance, elle n'est pas au niveau qu'elle voulait à cause de ses chaussures, aussi bête que ça des fois. Donc voilà, puis après, il y a le maquillage, la coiffure, pour les filles, beaucoup, parce que souvent, sur certains personnages, là par exemple, j'auditionne des personnages pour le rôle de bébé. Je dis aux filles, venez maquiller très léger, très, très naturel, parce que ce personnage requiert ça. Si vous êtes très prononcé, déjà, ça va donner une plus grande maturité au personnage qui va peut-être justement être au désavantage de ce qu'on cherche. Et puis 2, c'est pas le personnage, c'est une fille plutôt cool, naturelle. Donc du coup, voilà. Et soyez malin, regardez s'il y a un film, s'il y a déjà le spectacle qui existe, lisez, renseignez-vous à quoi correspondent les critères physiques du personnage et même la personnalité du personnage pour vous aider à vous habiller, vous maquiller s'il le faut, dans le bon sens et pour vous aider à nous projeter. Bien sûr. Tout à l'heure, tu disais que pour faire un bon casting, il fallait également avoir une bonne préparation physique, mentale, un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Mais même parfois, quand on a tout ça, il y a un petit élément qui peut venir tout capoter, c'est-à-dire le stress. Oui. Quel conseil tu donnerais à un artiste qui a le trac et qui est un peu stressé avant un casting et qui sent qu'il va perdre ses moyens pendant son casting ? Alors, justement, moi, j'ai un topo là-dessus quand je fais les masterclass sur le trac. En fait, je rassure tout le monde en disant tout le monde a le trac. En général, la majorité des gens ont le trac. J'ai travaillé avec des artistes de renommée, que ce soit Gad Elmaleh, Kev Adams, Patrick Bruel, ou même quand je travaillais sur Les Enfoirés, avec plusieurs artistes que tout le monde connaît. Même si c'est des gens qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience, ils ont aussi le trac. Donc, on est tous égaux face au trac. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, déjà. Oui. On commence avec ça, c'est une très bonne nouvelle. On part tous sur la même base. On part tous sur la même base. Après, il y a ce qu'on appelle le petit trac et le grand trac. Le petit trac, c'est celui qui va faire le petit pincement au cœur, mais qui va nous donner de l'adrénaline et on va se dire, allez, on va se bousculer, on va y aller. Puis, il y a le grand trac qui, justement, va faire l'effet dont vous parlez, c'est-à-dire le fait de bloquant. C'est-à-dire, on perd ses moyens, on oublie son texte, on commence à avoir des marques rouges sur le cou, on a les jambes qui flagellent, on a du mal à déglutir, on perd sa voix, la voix est chevrotante. Voilà, c'est ce trac-là qui ne nous aide pas en audition. Et donc ce trac-là, il faut savoir le dompter. La première chose, je dis toujours, c'est de remettre dans le contexte l'enjeu. Vous passez une audition. Les gens qui vont vous écouter, ce n'est pas des juges qui veulent vous mettre à l'échafaud et qui veulent vous exterminer. Et souvent, on est notre propre ennemi, en fait. Clairement. On est notre propre ennemi. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez arriver en audition et vous pensez déjà dans le cerveau en disant « de toute façon, ils ne vont pas m'aimer, c'est mort, de toute façon, il y a trop de monde. » Voilà. Donc, vous mettez plein de choses négatives dans votre cerveau pour déjà vous avouer vaincu. Et donc, eux, ils sont responsables de rien. Ils ont même pas ouvert la bouche, ils n'ont encore rien dit. Donc déjà, on les prend pour des bourreaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens qui sont derrière la table, ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. C'est-à-dire que moi, le premier, d'ailleurs, j'ai le trac, parce que je me dis, il faut que je trouve 26, 30, 40 personnes pour un spectacle. Et moi, les gens, ils me regardent en me disant, t'as personne d'autre. Donc, j'ai aussi ma part de responsabilité et le trac dans tout ça. On a tous ce trac-là. Et eux, leur objectif, c'est de trouver les gens. Parce que eux, c'est une rencontre. Eux, leur plaisir, c'est de trouver les gens. C'est pas de dire non. Au contraire. Et nous, ce qu'on retient, humain, c'est souvent, on va plus aller vers le non que vers le oui. Donc, il se dit, vous avouez vaincu parce que vous pensez que ça va être non. Donc, forcément, ça se voit et ça se lit. Et plus vous mettez ça dans votre cerveau, plus ça va vous déstabiliser. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est relativiser aussi qui sont ces gens. Je dis souvent, on a le trac. Regardez comment ça se passe. Vous allez chanter demain devant 200 enfants dans une école maternelle. OK ? Vous y allez, petite appréhension, il y a quand même 200 gamins, mais voilà, tout va bien. Le lendemain, vous allez chanter la même chanson devant des experts de la voix. Ils sont 3 dans la salle. Et là, tout d'un coup, vous allez avoir du trac. Parce que c'est la qualité des gens d'écoute qui sont en face de vous qui va vous mettre votre curseur de trac. C'est-à-dire que les 200 gamins qui vont vous écouter à la maternelle, vous n'avez pas l'impression qu'ils vont vous juger, ils vont être forcément acquis, et donc tout va bien. Mais les 3 personnes que vous voyez le lendemain, alors qu'ils ne sont que 3, comme c'est des experts de la voix, tout d'un coup, vous dites « Oh là là, là, ils vont tout analyser, et là, je suis mal. » Donc, vous voyez, donc il y a ça qui rentre en jeu. Et enfin, le trac, ça se dompte, en fait. Oui. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs techniques. Ça, on va faire du yoga, de la méditation. Moi, je fais du sport le matin. Donc, il faut évacuer son stress. Et on peut le faire même avant de rentrer dans la salle de l'audition. Et en se visualisant en train de réussir déjà, en se voyant devant le jury, en disant, même si c'est le jury, comme on l'appelle, moi, je dis toujours, dites-vous que c'est des spectateurs. Ouais. Vous avez de la chance, il y a des spectateurs pour vous aujourd'hui. Comme si vous veniez faire un spectacle. Vous avez des spectateurs. 2, ils sont humains comme vous. Et je dis toujours la phrase qui est un peu crue, mais ils vont tous aux toilettes. Hein. C'est pas des surhommes. Oui. Et puis souvent, des surfemmes, ils ont déjà été aussi à notre place en tant que... Voilà. Tout le monde est, par rapport à ça, on est dans la même galère. Donc tout va bien. Et 3, je pense qu'il faut donc, une bonne préparation, que la chanson soit préparée ou la scène, etc. Et vous envoyez des ondes positives. Vous vous lisez en train de réussir. Et de vous dire, tout va bien se passer et vous rassurer par rapport à ça. On aura toujours un petit peu le trac, mais il ne faut pas que ça devienne déstabilisant.
Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est cette combinaison-là qui fait qu'à un moment donné, on peut de plus en plus dompter le trac. Et puis, il y a une technique, tout simplement, je dis souvent aux gens, avant de passer une audition, faites votre chanson, votre scène devant des gens que vous connaissez. Avant, quelques jours avant. Parce que le fait de passer devant des gens, déjà, ça va vous enlever le premier trac. Et en plus, des gens qui sont même durs. Souvent, la famille, ils sont durs avec vous parce qu'ils peuvent vous dire vos 4 vérités. Alors que si c'est des copains, en disant « Ah, c'est génial, ils vont vous rassurer », soit, mais c'est pas ça que vous attendez. Donc, une fois que vous avez passé devant ce premier jury un peu difficile, déjà, ça va vous enlever une grosse pression. Voilà. En gros, voilà ce que je pourrais dire. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience où un danseur, un chanteur, un comédien peut-être a particulièrement impressionné lors d'une audition et comment cela a influencé votre décision finale du casting ? Alors, je ne vais pas raconter ça comme ça, je vais raconter autrement. Je ne peux pas dire sur quel spectacle, mais ça m'est arrivé déjà 2 fois sur 2 castings où on arrive au final et on n'a pas le premier rôle. Ok. Ou un des premiers rôles. Et là, c'est vous qui avez le trac. Moi, j'ai le trac. Et le lendemain matin, entre le moment où on prend les décisions et le lendemain matin, je fais venir cette personne-là, qu'on avait vue pendant le casting, mais auquel on n'avait pas pensé, et qui vient le lendemain matin à 10h, où je lui donne le matériel. Donc, je l'appelle au téléphone, il est chez lui, je lui donne même des indications, il est dans ses toilettes, dans sa salle de bain. Pour être vrai. Et je lui dis, voilà, pense à ça dans la scène, je lui donne des indications, il marmonne des choses dans le téléphone, comme ça, en me disant, est-ce que c'est ça, ça, ça ? Oui, oui. Donc, une direction par téléphone à 21h30 dans la salle de bain. C'est lunaire. Ah oui, c'est lunaire. Et donc, cet artiste vient le lendemain matin à 10h devant les équipes, et les équipes partaient l'après-midi. Il passe l'audition avec les chansons, et là, il scotche tout le monde. Et il a le rôle comme ça. Incroyable. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Incroyable, et puis ça montre aussi... Et sur 2 castings, j'ai eu comme ça. C'est 2 castings comme ça. Et ça montre aussi la capacité de l'artiste à intégrer rapidement un personnage, un rôle. On a parlé de avant, pendant, il y a aussi après le casting. Comment s'organise le choix final des artistes que tu choisis ? Et j'imagine que tu n'es pas le seul décisionnaire dans cette décision finale. Donc, en quoi consiste également la collaboration entre le directeur artistique, le chorégraphe, le metteur en scène pour garantir un casting réussi ? Alors, très simplement, comme je dis, moi, c'est pas moi qui ai le pouvoir de décision de qui va être pris ou pas pris. Je préfère être très clair là-dessus. Comme je dis, moi, je suis là au début, à la porte d'entrée, je fais venir les gens. C'est mes choix que j'assume. Mais après, dès lors où l'artiste rentre dans le parcours d'audition, il y a les équipes qui sont là, donc le chorégraphe, le metteur en scène ou le directeur musical, et c'est eux qui vont. Moi, je vais accompagner, je vais peut-être aussi aiguiller, des fois, c'est comme je dis, moi, je vais plus amener vers le oui que vers le non, dans le sens, voilà, cette personne-là, je la connais, elle fait tel spectacle, je vous assure qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait une bonne audition, et je sais que si elle revient au deuxième tour, elle va vous donner du mieux, je le sais. Donc, si j'ai des certitudes comme ça sur certains profils, je vais ouvrir ma bouche, je vais le dire, non, mais c'est bien. Et je vais le faire, c'est mon rôle. Oui. En revanche, quand la décision finale arrive, c'est vraiment une étroite collaboration, bien sûr, avec l'équipe artistique, la production aussi, parce que les producteurs ont le droit aussi à un droit de regard, comme j'ai fait sur Starmania, par exemple. Ils ont un droit de regard, et encore heureux. Mais c'est vraiment un travail en étroite collaboration. Et donc, du coup, en général, à ce stade, à 95%, on est tous d'accord. Donc, il y a rarement débat, en fait. Donc, c'est plutôt bon signe, parce que si tous les départements sont d'accord, après, il y a des compromis. Et il faut en trouver. Parce que, par exemple, il y a peut-être des danseurs qui sont peut-être meilleurs que le danseur d'à côté, mais ce danseur-là qui va nous proposer aussi doubleur de tel rôle ou tel rôle, va nous donner plus de valeur pour le spectacle. Et donc, du coup, les choix sont faits aussi comme ça. Donc, il y a tout un travail de puzzle à faire, et même après de cohérence globale. Par exemple, ça m'est arrivé sur Mamma Mia. J'ai un casting à double entrée. J'ai 2 générations. Parce que si, par exemple, Sophie est plutôt plus mûre, la maman peut être un peu plus mûre pour la cohérence parce qu'elle l'a eu à 20 ans et elle a 20 ans et que sa mère voilà, etc. Si la Sophie est plus jeune, la mère peut être un peu plus jeune. Donc du coup, et puis après tout dépend de ça parce que ça veut dire que les 3 pères peuvent être plus jeunes ou plus âgés pour la cohérence de l'histoire, etc. Donc du coup, c'est ça qui est compliqué parce qu'à un moment donné, moi je fais un casting à double entrée et à la fin, on se dit finalement le rapport mère-fille c'est elle qu'on veut. Donc du coup, les pères, la cohérence veut que ça soit lui et lui. Donc voilà, et donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça prend un peu de temps. C'est tout un schéma. Ah ouais. Et c'est très complet. Et comme je dis, ça n'enlève pas du tout le talent des gens qui sont dans l'audition. S'ils sont arrivés au final, c'est qu'ils avaient tous quelque chose qui nous séduisait. Mais à un moment donné, après, c'est une cohérence avec les équipes artistiques en disant, c'est ce puzzle-là qu'on veut. D'accord. Et que faire si l'on n'a pas de nouvelles après un casting ? Est-ce qu'il faut relancer après un casting ? Alors, justement... je sens me la péter, mais tu peux. Non, mais je vais le dire parce que c'est la règle. Moi, quand j'ai commencé les castings, et je peux vous dire, ça prend du temps, mais la règle de base, c'est de donner même un nom.
Et je me bats depuis des années. Quand je me dis je me bats, c'est-à-dire que je l'impose parce que c'est du temps de travail aussi pour moi, en plus. Mais par rapport à production, parce que je dis production, moi j'ai besoin de X jours de casting, parce que dans ces X jours de casting, il y a aussi la réponse des noms. Et ça me prend du temps. Je ne vais pas mentir, hein, normalement, on privilégie les oui, bien évidemment, parce que forcément, il faut livrer un casting. Et ce qui est logique, ce qui est cohérent, il faut qu'on aille au bout et qu'on livre les artistes qui sont dans la production en cours. En revanche, moi, je pars du principe, l'ayant vécu de l'autre côté, et pour aussi clôturer le livre, je dis toujours pour chaque artiste, c'est important que l'artiste ait son nom. Parce que ça lui permet de dire, ok, j'ai passé l'audition, non, bon ben voilà, je passe à autre chose. Je peux me rappeler la production pour laquelle je m'étais mis en attente, parce que j'attends la réponse de tel casting. Donc, et c'est normal, et je dis, c'est le minimum de respect à avoir avec les artistes. Bien sûr. Et donc, moi, je me suis toujours battu là-dessus. Et d'ailleurs, c'est que ce que je fais, c'est que, en effet, j'envoie des mails pour aller très vite, parce que pendant même les deuxièmes tours, j'ai encore peut-être 300, 400 personnes. Donc, si j'ai 400 coups de téléphone à donner, ça me peut prendre une semaine et je ne peux pas parce que je suis en train de préparer les tours suivants. Donc, c'est pour ça que les gens souvent un mail. Mais quand j'arrive en finale, et quasiment dans la majorité des cas, quand je peux le faire, j'appelle même tous les gens qui étaient en finale, même quand c'est un non. Je les appelle personnellement, moi. Et je leur dis, bah voilà, t'as pas été pris, etc. Deux fois, ils me posent pourquoi. Et quand je peux répondre pourquoi, je réponds. Mais je dis souvent, et c'est souvent ça que j'explique dans les masterclass que je donne, c'est comment on gère le non. Il y a ce que j'appelle la gestion du non. Gérer un oui, c'est facile, on est pris. Donc, il n'y a pas grand-chose à gérer. Mais la gestion du non, c'est on s'est pris un non. Donc moi, c'est important que les gens ont un non, même pour eux, personnellement, en se disant, bah, j'ai quand même travaillé, j'ai appris les scènes, je suis venu. Voilà, bon, j'ai un non, bah, tant pis, je ne suis pas pris. Mais après, comment on gère ce non ? Et c'est ça qui est le plus difficile après. C'est le plus difficile en tant qu'artiste. Mais encore une fois, comme tu disais, c'est pas parce que c'est un nom qu'on n'est pas talentueux. C'est juste qu'on ne correspond pas à ce qui est recherché. Et souvent, je dis aux gens, si vous êtes en plus arrivé en finale, le nom, c'est vraiment un poil de cheveux. C'est-à-dire que le coup fonctionnait mieux. Et des fois, c'est un détail, mais tout bête. Hein. La personne est entrée dans la pièce, elle a eu un regard, on se dit, non, mais c'est le personnage, c'est pas possible. Et c'est des choses que je dis, c'est ça qui est difficile à entendre chez les artistes. Et je peux comprendre, hein, je me mets à leur place en disant, on aimerait dire, bah, t'as pas été pris parce que le si bémol, tu le chantes pas en voix de poitrine. Ça, tu peux l'entendre. Ou parce que tu peux pas faire 4 sauts carpés à la suite. Ça s'entend, c'est quantifiable. Mais il y a des choses qui sont un peu, je dirais, inquantifiables, abstraites, que vous ne pouvez pas savoir, parce que vous n'êtes pas derrière la table et que vous n'êtes pas dans le cerveau des créatifs. Ou voilà, il a été séduit par telle personne pour simplement un grain de voix, de couleur de voix. Et je ne vais pas dire à la personne, change ton grain de voix. Le grain de voix que tu as, c'est le grain de voix que tu as. Voilà, donc c'est des choses qui sont difficilement quantifiables et qui fait qu'à un moment donné, ça peut faire la différence. Et donc souvent, je dis quand c'est un non, souvent c'est parce que c'est pas que vous ne correspondez pas, c'est qu'on a trouvé plus la personne que eux voulaient. Voilà, c'est aussi bête que ça. Après, il peut y avoir aussi bien sûr des aspects techniques. Il y a des personnes qui, techniquement, vocalement, étaient au-dessus de toi ou en danse, étaient au-dessus de toi techniquement. Voilà, et donc on a privilégié cette personne-là. Oui, ça, on peut le dire aussi. Oui. Mais souvent, après, quand vous arrivez aussi loin dans un parcours, c'est vraiment qu'une histoire de choix pur et dur. Je donne souvent cette comparaison. Je dis souvent aux filles, je parle souvent aux filles de ça, c'est que vous mettez 10 hommes dans une pièce avec les mêmes critères de beauté que cette personne aime bien. On va dire que c'est presque des sosies, mais vous, en tant que femme, vous rentrez dans la pièce, vous voyez ces 10 hommes, et pourquoi votre regard va se poser sur un de ces 10 hommes alors qu'il n'a même pas ouvert encore la bouche Parce qu'il y a une énergie, il y a un truc qui dégage. De charisme. Voilà, non, mais une énergie qui vous parle. Oui. Alors, c'est pas forcément du charisme, mais il y a une énergie, mais une énergie qui vous parle. Et donc, du coup, pourquoi cette personne-là ? Vous n'allez pas l'expliquer, je ne sais pas, il y a un truc qui dégage voilà. Alors que la personne n'a pas parlé encore, elle ne l'a pas parlé. Et il y a ce côté un peu infime, en plus que des compétences artistiques qu'on recherche, des fois qui font la différence, c'est aussi bête que ça. Et je peux pas l'expliquer. Tu parles d'énergie, est-ce que tu arrives aussi à ressentir ces énergies à travers les réseaux sociaux ? Est-ce que tu trouves des profils sur les réseaux sociaux ? Alors, ce que je fais, c'est que je regarde... alors, moi qui suis un dinosaure des réseaux sociaux, dans le sens où je me suis mis très tard aux réseaux sociaux, c'est suite au conseil des personnes comme France, avec qui je travaille depuis des années, qui m'a dit c'est important qu'on ait ça maintenant. Pour dire, j'ai ouvert mon Facebook à l'époque où j'ai fait mon premier casting de Dirty Dancing, donc c'est-à-dire en 2014, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc, c'est assez tard. Et mon Instagram a été ouvert il y a même à peine un an. C'est pas là-dessus que au départ, je cherchais, mais après, il faut aussi s'adapter avec son temps. Donc, je me suis dit, OK, je vais m'y mettre, et je me suis mis. Et donc, oui, donc du coup, l'avantage, c'est qu'on peut scroller, on peut regarder. Et c'est vrai que je peux découvrir comme ça des talents, etc., que j'arrive à contacter aussi en direct, avec le Facebook ou avec Instagram. Mais après, moi, je suis plutôt partisan, à un moment donné, tant que la personne, elle n'est pas en face de moi et que je sais... Et puis, les personnes qui sont sur leur Instagram ou le Facebook...
présente des choses que eux font. Voilà. Après, est-ce que ce qu'ils font va être adapté à ce que moi je recherche? Bien C'est sûr. pas toujours dit. Je peux donner une chanson, je peux avoir une très, très sublime chanteuse, je vais lui donner la chanson de Nana à chanter, et finalement ça ne marche pas. Et pourtant ça n'enlève pas ses qualités de chanteuse. Mais par rapport au style et ce qu'on veut sur une chanteuse qui chante Nana, ça marche pas. Donc après, la règle, c'est avec le matériel du spectacle, on est vite fixé en fait. Oui, bon, ça aide quand même à ouvrir des petites portes, mais c'est vrai qu'il faut... Oui. Mais c'est pas suffisant C'est pas pour moi. suffisant, Non. tout à fait. Puis moi, ça fait partie d'un petit pourcentage de mes recherches. Donc c'est pas que là. Donc voilà, je vais voir des spectacles. Voilà, je vais aussi moi chercher. J'ai aussi des agents. Je vais regarder dans les agences. On cherche un peu partout en fait. Je regarde même la télé. Ou des fois la télé, je peux voir une actrice dans une publicité. Des fois, ça m'est arrivé que j'ai contacté une fois une comédienne qui était dans une pub en me disant, et que j'ai eu d'ailleurs dans un des castings, en me disant tiens, c'est marrant, elle ressemble au personnage que je cherche. Et donc du coup, je l'ai contactée par son agent pour pouvoir la faire venir. Donc il faut toujours être ouvert à tout, quoi. Et j'ai même fait du casting sauvage sur le Roi Lion à l'époque, où je parlais avec les gens dans la rue en disant mais vous chantez pas, il faut faire aussi ça. Alors c'est pas la majorité heureusement, mais voilà, faut être ouvert à tout et être curieux et voir ce qui se passe. Tout à fait. L'épisode touche à sa fin. As-tu des projets en cours ou à venir dont tu aimerais nous parler? Y a-t-il un rôle que tu rêverais de caster un jour? Alors, première partie. Donc là, je viens de terminer Dirty Dancing. Donc mes projets à venir, c'est prochainement, je vais donner une masterclass au Cap Ferret. Ça va faire la 3e édition au cadre du Festival international de la musique du Cap Ferret. C'est super, c'est un festival où il y a de la musique classique et de jazz, avec des concerts tous les soirs. Et les intervenants qui donnent les concerts donnent des masterclass aussi bien en instruments, ça peut être violon, piano. Et moi, depuis maintenant, ça fera 3 ans, ils ont ouvert une section comme musicale où moi, je donne un stage sur l'interprétation de chants comme musical. Voilà, c'est hyper plaisant parce que il y a le travail, en même temps le côté vacances pour les artistes et c'est un lieu magique. Donc voilà, ça je suis très content de le faire. Puis après, là honnêtement, je vais prendre des vacances. Après, je vais prendre des vraies vacances avec ma femme et mon fils. Voilà, parce qu'après une année aussi riche et intense, c'est important de se ressourcer pour repartir avec les batteries pleines. Et puis à la rentrée, j'attends de voir. Moi, je développe pas mal d'activités aussi à côté. Voilà, j'aimerais mettre en scène une pièce de théâtre ou un opéra. Ça, c'est mon... pas uniquement que de la comédie musicale. Donc vraiment, c'est peut-être les 2 choses que j'aimerais faire dans les années à venir. Peut-être un opéra, parce que je n'ai jamais mis en scène un opéra. Alors, on n'est pas loin de la comédie musicale, mais là, il n'y a pas de scène forcément de jeu pur, de théâtre. C'est vraiment une question de chanson. Mais voilà, c'est peut-être un univers qui me séduirait. J'aurais voulu participer à travailler sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. C'était réellement un de mes rêves. Pas en tant que metteur en scène, bien évidemment, mais participer aux équipes artistiques, travailler et collaborer avec les gens qui mettent en scène cet événement. Ça, c'était un de mes rêves, parce que j'ai toujours aimé le sport et l'artistique combinés ensemble. Donc, c'est vraiment le carrefour parfait. Et en plus, à Paris, donc c'était magique. Donc voilà, ça sera... pas réalisé, c'est pas grave. Ça sera peut-être dans un autre pays. Peut-être. Voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions ou pas? Le rôle que tu rêverais de caster un jour? Ah, le rôle que j'aimerais caster un jour. Waouh. Non, Les Misérables, ça m'aurait plu un jour de caster Les Misérables. Mais bon, ça n'a pas été l'occasion de le faire à Paris, donc c'est pas grave. Mais Les Misérables, parce que c'était une des premières comédies musicales que j'ai vues et qui m'a donné l'envie de découvrir ce monde-là. Avec Katz, et Katz je l'ai fait, donc Les Misérables, ça aurait été avec plaisir. Voilà. Rabat, pour conclure, quel dernier conseil donnerais-tu à ceux qui nous écoutent et qui aspirent à une carrière dans le spectacle vivant? Et voilà, quel conseil tu donnerais à un artiste pour persévérer dans ce milieu? Alors, j'aime pas trop te donner de conseils, parce que ça fait un peu celui qui sait et qui donne des conseils. Mais moi, d'expérience que je vois, je dis toujours, la première chose, c'est vous êtes qui vous êtes, votre personnalité, elle est ce qu'elle est. En tant qu'artiste, vous avez la couleur de cheveux que vous avez, votre grain de beauté qui est là, c'est ce qui fait votre qualité et ce qui vous êtes aujourd'hui, votre grain de voix que vous avez. Donc ça, c'est une chose qui sont des valeurs intrinsèques et qu'il faut garder. Et c'est ça qui nous séduit, parce que c'est ça qu'on recherche aussi chez les gens. C'est qui ils sont et pas devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'est de travailler, parce que le travail paye à un moment donné. Ça m'est arrivé plein de fois, là, dans ma carrière, de rencontrer des artistes qui, au début, venaient aux éditions, et puis finalement, en travaillant, et aujourd'hui, ils réussissent. Certains sont à Londres, d'autres sont même dans les comédies musicales en Allemagne, et je suis ravi pour eux. Voilà, le travail. Et 3, d'avoir une attitude positive dans ce métier, parce qu'on peut venir très vite aigri ou négatif ou se décourager.
vraiment de garder toujours cette attitude positive, parce que moi je pense que le positif attire le positif, et ça c'est ma philosophie de vie, et je pense qu'il faut garder ça en tête. Après, voilà, chacun vit comme il a envie de vivre, mais moi je pense que c'est des choses qui sont des valeurs importantes. J'en suis convaincue, voilà. J'en suis convaincue aussi. Je te remercie sincèrement pour Avec ton plaisir. temps, ta disponibilité. C'était un réel plaisir de t'interviewer dans un des foyers du théâtre Mogador. Tes anecdotes... Le foyer et Barbara, le foyer pour être Barbara. précis. Barbara, oui. Tes anecdotes et ta passion pour ton métier étaient vraiment captivants. Merci de nous avoir fait partager ton histoire et de nous avoir éclairé et partagé tes précieux conseils. Si vous êtes passionné de danse et que vous rêvez, d'ailleurs pas que passionné de danse, mais de chant, de comédie, du milieu artistique, et que vous rêvez de percer dans ce domaine, eh ben, je vous encourage à écouter attentivement les conseils de Rabat et de vous abonner au podcast pour plus de conseils. Merci Rabat. Merci et bon après-midi. Bon après-midi.